La libre pensée vous parle sur Radio Mon Pays. Une émission préparée et animée par Geneviève Réveillère, Michel Gaudichaud et Pierre Guéguin. Bonjour, deux dossiers au sommaire de cette émission. Tout d'abord l'affaire Betaram Bayrou et puis ensuite l'affaire Calas. Bonne écoute. Vous avez choisi l'omerta. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Ouvrons le premier dossier, l'affaire des violences physiques et sexuelles à Notre-Dame de Betaram. Le Premier ministre François Bayrou s'enfonce jour après jour dans les sables mouvants du mensonge. François Bayrou a ainsi assuré mercredi 12 février n'avoir jamais au grand jamais été informé dans le passé de quelque façon que ce soit des agressions physiques et sexuelles dont sont soupçonnés des membres de l'établissement d'enseignement catholique Notre-Dame de Betaram dans les Pyrénées-Atlantiques qu'ont fréquenté par ailleurs ses propres enfants et il a annoncé qu'il déposait une plainte en diffamation. Depuis un an, le parquet de Pau mène l'enquête sur une centaine de plaintes visant des faits présumés de violence, d'agression sexuelle et de viol. Ces plaintes mettent en cause 22 adultes et un mineur au moment des faits. Depuis le 5 février, plusieurs enquêtes publiées par le journal Mediapart rapportent que François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 1997, avait parfaitement connaissance depuis la fin des années 1990, de ces accusations d'agressions physiques et sexuelles à Notre-Dame de Betaram. Ce dossier apparaît aujourd'hui vraiment tentaculaire. On peut vraiment parler de tout un système. N'hésite pas à affirmer, en juillet dernier, Alain Esquer, un ancien élève de ce groupe scolaire, situé entre Lourdes et Pau, devenu lui-même lanceur d'alerte et porte-parole des victimes, dont il a déposé les plaintes. Jusqu'ici, la majorité des accusations portaient sur des faits relativement anciens, s'étalant sur une trentaine d'années jusqu'à la fin des années 1990. La nouveauté, explique Alain Esquer, c'est qu'on trouve dans ce dossier un viol caractérisé, perpétré en 1996, dont la plainte n'est donc pas prescrite. Je pense, dit-il, qu'on aura l'ouverture d'une information judiciaire sur ce dossier dans les prochaines semaines. Il est confiant. Pour la première fois aussi, des parents ont déposé plainte pour abus de confiance et tromperie, et une enseignante affirme avoir tiré la sonnette d'alarme à l'époque, auprès de François Bayrou et de son épouse en particulier. Ces voyants rouges auraient dû pousser l'établissement à prendre des mesures, commente le porte-parole des victimes. Or non, ça a été le déni, le repli sur soi, pour se protéger mutuellement d'actes qui sont des actes criminels. Alain Esquer évoque aussi le cas d'une jeune fille qui a aujourd'hui 24 ans, victime de harcèlement dans les années 2010. Dans ce cas, ajoute-t-il, c'est le traitement de cette affaire par l'établissement qui n'a pas changé, faisant porter la responsabilité sur la victime présumée au point de ne pas la réinscrire dans l'établissement. Au-delà de ces nouveaux éléments, Alain Esquer dénonce encore un même mode opératoire, notamment des agressions sexuelles, par deux pères directeurs durant 2 années consécutives sur le même enfant, mais aussi l'enchevêtrement des responsabilités et l'omerta dont auraient joui les agresseurs religieux et laïcs. Il y a un réflexe de protection, dit Alain Esquer. Comme on a des choses à se reprocher soi-même, on va couvrir les turpitudes criminelles des collaborateurs. La crainte d'Alain Esquer, c'est que là où les prêtres qui ont dirigé Betaram sont passés par la suite, il y ait eu d'autres agressions sexuelles, alors que la congrégation est aujourd'hui implantée dans une quinzaine de pays, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. À l'origine de l'accumulation des plaintes, un groupe Facebook que Alain Esquer a lancé fin décembre 2023 et qui compte aujourd'hui près de 1200 membres. La libération de la parole d'anciens élèves a depuis donné lieu à plusieurs enquêtes journalistiques
qui ont révélé au fil des mois une violence quotidienne au sein de cet établissement scolaire du Béarn, rebaptisé le Beau Rameau en 2009, très prisé de la bourgeoisie locale. Les témoignages ont ainsi dénoncé des sévices corporels et psychologiques répétés sur des enfants d'une dizaine d'années, mais aussi des agressions sexuelles qui auraient été perpétrées par des laïcs et des religieux, dont plusieurs prêtres directeurs de l'établissement. Ce climat de violence aurait perduré au moins jusqu'à l'aube des années 2000. L'établissement scolaire avait déjà fait l'objet de plaintes pour mauvais traitement en 1996. Un ancien directeur de Notre-Dame de Bétharram, le père Pierre-Sylvier Caricard, membre de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram, à l'origine de l'établissement, avait notamment été visé par 2 accusations d'agression sexuelle. Exfiltré au Vatican, sous le coup d'une deuxième enquête, il a mis fin à ses jours en 2000, et l'épouse de M. Bayrou, qui enseignait le catéchisme dans l'établissement, s'est rendue à ses obsèques. Comment la congrégation réagit-elle face à ce scandale ? J'ai toujours des réponses très académiques, regrette Alain Esquer. C'est ça vraiment qui est très surprenant dans ce dossier, c'est de ne toujours pas prendre la mesure et l'ampleur du problème des agressions physiques et sexuelles dans cet établissement. Enfin, à propos de l'affaire Bétharram, on peut s'interroger légitimement sur le fait que, pendant si longtemps, des enfants aient pu être agressés physiquement, sexuellement, que des personnes aient pu être condamnées pour des crimes commis, que d'autres se soient suicidés pendant 60 ans, sans qu'aucune inspection, aucune vérification n'ait pu conduire à la rupture du contrat d'association de cet établissement privé et y compris permettre d'aboutir à la fermeture de ce lieu. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Paul Vannier pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétharram, victimes de violences pédocriminelles ? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétharram, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Vous êtes aujourd'hui Premier ministre. Comment expliquez-vous votre conduite aux Français ? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes ? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics ? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, la méthode est maintenant très bien connue des Français. Ils l'ont éprouvé à de très nombreuses reprises. Dès que quelqu'un occupe des responsabilités, on s'ingénie à inventer de toutes pièces des scandales dont le rebond sera naturellement recherché. De sorte que si on ne répond pas et qu'on se tait,
on est coupable. Et si on répond et qu'on dément, on est immédiatement mis en accusation. Ce que je fais, S'il vous plaît. j'explique ce dont il s'agit. D'abord, mes premières pensées, c'est pour les personnes, les hommes ou les garçons qui ont été en souffrance dans ces affaires-là. Et à eux, j'adresse ma sympathie, pas à ceux qui l'exploitent. Ensuite, cette institution, collège et lycée privé, est en effet dans ma région et dans le village voisin de celui où je suis né. Et en effet, mes enfants y ont été scolarisés. Et on dit, c'est un établissement tout le monde connaît des établissements de cet ordre, qui a la réputation d'être strict et dont on disait, si tu n'es pas sage ou si tu travailles pas, on te scolarisera dans cet établissement. Et donc, mes enfants y ont été scolarisés et les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais. Et j'ai 2 preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois, puisque c'est en décembre 97 et 98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97. Et donc de ce point de vue-là, c'est une preuve. Et puis il y a une autre preuve, peut-être autour de laquelle nous pourrions nous faire crédit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre-Dame de Bétharram. D'immenses bâtiments blancs, aux volets verts, nichés entre la montagne et le Gave de Pau, à quelques kilomètres de Lourdes. Derrière les murs de cette école catholique très réputée du Béarn, d'anciens pensionnaires ont été victimes de violences et de viols entre les années 1950 et 2010. En fait, moi je suis ici, en 6e EC, au centre, le petit garçon là, sur la rangée moyenne. Alain Esquer est un ancien élève à l'origine de ce nouveau scandale de pédophilie de grande ampleur dans l'Église. En 6 mois, il a déjà recueilli plus d'une centaine de plaintes. Les victimes sont âgées de 24 à 80 ans. On a des plaintes pour violences physiques avec des actes de torture et de barbarie, mais également et surtout beaucoup d'attouchements sexuels sur des enfants de 8 à 13 ans. Les années passent et la parole se libère. Moi, j'étais au dortoir juste là. Vous pouvez le situer précisément? Là, premier étage. Julien Mibelli, 40 ans, était interne au milieu des années 90. C'est la première fois qu'il revient sur les lieux de son passé douloureux. Donc ici, c'est là où on prenait des savates. Ils nous tapaient. Tarte, tiré par les oreilles, te lever. Moi, il m'a coincé la tête dans le pupitre. Il me branlait, quoi, à 11 ans. Cette violence a brisé l'enfant qu'il était. Les coups des surveillants, puis les attouchements sexuels d'un vieux prêtre. Il a commencé à me voir, à me dire qu'est-ce qui va pas, petit. Je lui ai dit, là, ici, il me tape, c'est pas sympa, tata. Il m'a dit, viens, on va discuter. Donc, au nom de Dieu, de Jésus, tout ce que tu veux. Là. Il m'a amené là, il m'a commencé à me caresser la main la première fois. Il m'a donné un bonbon, un chapelet, il m'a dit, t'as qu'à revenir, ça va pas. Donc là, il y a les coups. Là, il y avait un peu de sympathie. Donc, on est reparti vers la sympathie. Et au fur et à mesure que la sympathie a commencé à aller sur les bras, un peu sur les jambes, suite à ça, ça a commencé à vraiment me gêner. Donc je suis reparti ici prendre des coups. Ah, ça a été un an comme ça. Ça ici, à 11 ans, ça m'a niqué la vie jusqu'à 30 ans, 37 ans.
Il y a eu vraiment beaucoup pire que moi, des viols, etc. Donc il y a des jeunes qui sont suicidés. Donc à partir de là, moi je sais pas, hein, si ça peut éviter ou aider des gens à aller mieux, parfois, écoutez, faut dire le truc les gars. Ils ne se sont jamais croisés à l'école, mais ils ont vécu le même enfer, les mêmes abus sexuels. Jérôme Ducournau était pensionnaire à Bétharram 10 ans plus tôt. Durant 5 ans, il a été abusé par le père directeur de l'époque. En attendant que mes parents arrivent, il m'a convoqué dans son bureau, comme d'habitude. Et là, c'est allé un peu plus loin, donc il a baissé mon pantalon, il m'a masturbé. Et il a sorti son sexe et voilà, ce n'est pas allé plus loin, si j'ose dire. Mais voilà, là, j'ai commencé à me dire il est temps que je m'en aille parce que ça commence à monter en degré, quoi. 10 ans de thérapie pour vivre avec son passé. Et il a pu rencontrer son agresseur présumé. Il a répondu que c'était Dieu qui accordait ou non son pardon. Et je lui ai dit qu'avant la justice de Dieu, il y aurait celle des hommes. Je l'ai laissé là-dessus, en espérant lui pourrir les dernières années de son existence. J'espère que le dossier ira loin et ouais, que ça aidera les enfants qui ont souffert à cette époque, quoi, comme moi. Puis on est nombreux, apparemment. Un réseau pédophile bien organisé, loin des regards. Et selon Alain Esquer, prêtres et surveillants étaient probablement complices. Ce que je constate, c'est que quasiment tous les pères directeurs, jusqu'à l'année 2000, ont été des agresseurs sexuels des enfants, avec toujours le même mode opératoire de prendre les enfants sur les genoux. C'est pas possible qu'il n'y ait pas eu à un moment ou à un autre des connivences, en tout cas des arrangements entre les prêtres et les laïcs, y compris peut-être même avec des élèves. Comment cet établissement scolaire a-t-il pu dysfonctionner aussi longtemps et protéger les agresseurs? En 2000, un ancien père directeur est mis en examen pour viol sur un élève de 10 ans. Le religieux se suicide. La justice clôt le dossier. 70 ans après les faits, ce Béarnais a eu gain de cause. Le combat d'une vie. Bon, là, vous m'avez à droite, mes 2 sœurs. Ça date de 1956, quand je suis rentré à Bétharram. Pensionnaire jusqu'en 1961, Jean-Marie Delbos a passé ici des nuits de terreur. Violé par un jeune prêtre, responsable des dortoirs. Ils venaient, soutane ouverte, et bien, ils nous masturbaient et ils nous faisaient une fellation. De là, il partait sur un autre lit et il refaisait son truc. Et il disait, rendormez-vous, c'est pas grave. L'Église catholique a reconnu les abus sexuels dont il a été victime enfant et lui a versé une indemnisation de 35 000 €. Je l'ai en tête tous les jours. Ce qui m'est arrivé, mais rien ne vous l'enlève. Pour d'autres familles, c'est le choc. Le fils de Jean-Marc Véron est l'un de ses anciens élèves victimes d'abus sexuels. Quand Eric m'a avoué ce qui s'est passé, je vous garantis que ça m'a anéanti. Son fils a été également indemnisé par l'Église, mais son père veut porter l'affaire devant la justice. Je veux arriver à une condamnation de l'institution pour ce qui s'est passé au collège de Bétharram. Et ce que je voudrais, c'est qu'il y ait d'autres parents qui aient le courage de me rejoindre pour témoigner. Les enfants ont déposé des plaintes, il faut que les parents en suivent. Le parquet de Pau a ouvert une enquête et auditionné de nombreux témoins. Dominique Gousseau est un ancien contrôleur de la Cour des comptes. Durant toute sa carrière, il a disséqué les finances de l'État ou des organismes publics. Il est aussi le vice-président de la Fédération de la Libre Pensée, une association laïque qui estime que l'Église peut et doit donner davantage aux victimes. Avec d'autres militants, il a travaillé pendant des mois pour mettre au jour la fortune de l'Église de France. L'un des objectifs, c'est de démontrer que l'Église a effectivement les moyens de couvrir les sommes qui doivent aller aux victimes.
Et au terme de ce travail, on a constaté qu'en réalité, elle a très largement les moyens de le faire. On a regardé 2 points essentiels, la valeur du patrimoine immobilier et puis l'argent dont dispose l'Église sur ses comptes bancaires ou sous forme de valeur mobilière de placement. Cette colonne marron présente le montant inscrit à leur bilan des bâtiments et des terrains que possède l'Église dans chacun de ses diocèses. Vannes, c'est pratiquement 58 millions d'euros. Alors il y a Lyon, qui est pas mal non plus, 84,3 millions d'euros. Le diocèse le plus riche de France est de loin le diocèse de Paris, qui possède 737 immeubles. C'est 238,8 millions d'euros. Quand on additionne tout cela, on a abouti à un montant proche de 3 milliards d'euros. Mais ces 3 milliards d'euros sont évidemment très éloignés de la valeur de marché de ce patrimoine. Le prix des biens immobiliers pris en compte par les diocèses correspond en effet à leur valeur d'achat ou de donation par des fidèles, il y a parfois plusieurs dizaines d'années. Donc on s'est attelé à actualiser cette valeur en utilisant un indice de l'INSEE, qui est l'indice sur le prix des logements neufs et anciens France entière. Et on obtient 6,5 milliards à peu près de valeur de marché théorique. Parce que la valeur de marché réelle, à mon avis, elle est encore au-dessus de ces 6 milliards. Après la remise du rapport Sauvé, le président des évêques de France affirmait que le patrimoine de son Église n'a pas de valeur marchande. Le patrimoine, une grande partie de notre patrimoine, ce sont des bâtiments d'usage. Ce sont des églises qu'on peut peut-être imaginer, on peut imaginer de vendre quelques-unes, mais dont la plupart ne sont pas vendables d'abord. Disons que c'est inexact, je ne dirais pas que c'est un mensonge, je ne me permettrai pas, mais c'est largement inexact. Pour chacun des diocèses, l'ex-contrôleur de la Cour des comptes a additionné leurs placements financiers et l'argent disponible sur leur compte courant à la fin de l'année 2019. Vannes, plus de 59 millions d'euros. Paris, bien sûr, comme pour l'immobilier, est le plus riche de France, pas loin de 190 millions d'euros. Quand on additionne l'ensemble des 93 diocèses qu'on a étudiés, on obtient un montant d'1,617 milliard de trésorerie disponible. Honnêtement, on ne s'attendait pas à atteindre un tel chiffre. Que représente ce trésor financier par rapport aux 20 millions d'euros donnés pour indemniser les victimes? La dotation actuelle du fonds Selam, c'est-à-dire 20 millions d'euros, représente 1,2% de la trésorerie de l'Église. Évidemment, comparé à 1,617 milliard, ça paraît assez négligeable. Nous allons maintenant passer à la partie 2 de notre émission, dernière partie, consacrée à Voltaire, à Calas, et nous avons pour cela un invité émérite, disparu en 2024, Robert Badinter, qui fut un grand juriste, et aussi un homme politique bien connu, notamment par son combat contre la peine de mort. Il nous expose ici son point de vue sur l'affaire Calas et sur la place de Voltaire dans cette bataille de réhabilitation posthume et pour la tolérance contre l'obscurantisme religieux et le fanatisme. Voltaire a été conduit au Panthéon, Madame Calas vivait encore et on a considéré qu'on mettait au Panthéon non seulement un très grand écrivain, non seulement un adversaire du fanatisme religieux, un partisan de toutes les libertés, un combattant contre l'intolérance, mais le défenseur de Calas. Le mot d'intolérance, c'est le mot distingué pour dire le fanatisme, pour dire la haine, ici pour des motifs religieux, là pour des motifs politiques, mais c'est toujours le même adversaire, le fanatisme qu'on doit combattre. Bonjour à vous, Robert Badinter. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Un petit rappel des faits.
Nous sommes le 13 octobre 1761 et Jean Calas, négociant à Toulouse, retrouve son fils Marc-Antoine pendu au premier étage de sa propre maison. Qu'est-ce qui se passe? Allez chercher de l'aide! C'est fermé. Il faudrait pourtant bien savoir. Sûr qu'il faut aller voir. Il faut trouver Monsieur Gorce! Monsieur Gorce! Monsieur Gorce, réveillez-vous! Miséricorde, laissez-nous. Partez, je vous en conjure. Au nom de Dieu, partez. Il ne porte pas de blessure. Il est un peu froid. J'ai de l'eau de Hongrie. Ça pourrait le réchauffer. Inutile, madame. Inutile. Il y a des traces de cordes comme pour un pendu. Ou un étranglé. Étranglé? Vous avez entendu? On a assassiné. Faut prévenir le Capitoul. Il y a quelqu'un ici qui est mort de mort violente? Oui, monseigneur. Mon fils, Marc-Antoine. Quand avez-vous trouvé le corps? Il y a moins d'une heure. Notre invité, monsieur Lavesse, et mon fils Pierre l'ont trouvé là, comme vous le voyez. Monnier, notez ce que dit monsieur. Monsieur... Calas, monseigneur. Jean Calas. Je suis marchand drapier. Monnier, notez que son cou est marqué et que sa cravate est dénouée. C'est moi, monseigneur, qui lui ai ôté. Elle était nouée? Oui, tout à fait normalement nouée. Quand j'ai touché le corps, il était déjà un peu froid. J'ai vu ses marques sous la cravate. Qui êtes-vous? Antoine Gorce, garçon chirurgien. Garçon chirurgien. Monnier, vous avez bien demandé à la tour de venir immédiatement. Oui, monseigneur. Officier la tour. C'est récent. Il est encore un peu chaud. Oui, ce n'est pas la même chose qu'encore un peu froid, monsieur le garçon chirurgien. Il s'est pendu. Mais il a pu également être étranglé avec une corde. C'est très possible aussi. J'aurais besoin de l'examiner plus avant. Faites-le et donnez-moi vos conclusions demain. Je vous verrai ensuite, car de toute évidence, votre fils est mort de mort violente. Des rôdeurs peut-être. En attendant, bonne nuit, si vous le pouvez. Dites-moi, quand vous avez découvert le corps de votre fils, la boutique était-elle ouverte sur la rue ou fermée? Je ne sais plus, monseigneur.
Comment vous ne savez plus? Vous ne laissez tout de même pas ouvert aussi tard dans la nuit, sans personne pour garder? Habituellement, non, mais là, vraiment, je ne sais plus. Je n'ai plus ma tête. La boutique était fermée. On a voulu entrer, pas possible. On peut aussi pénétrer par derrière. Il y a une cour. Bien, nous verrons ça demain. Tout ce que vous avez déclaré avant, vous le jurez sur les évangiles, n'est-ce pas? Sur l'épisode sacré de la Passion du Christ. Oui. Oui. Jurez. Je le jure. Je le jure sur les Saintes Écritures. Faut tout de même pas s'en tirer comme ça. C'est à n'y pas croire. Tout l'aurait permis. La vérité, la voilà par notre Seigneur. Il n'y a pas de bonne justice pour eux. Pour eux, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'ils se permettent tout. Qui ils? C'est bien connu. Ils tuent leurs enfants qui veulent retourner à la vraie croyance. Qui retournent? Qu'est-ce à dire? Vous êtes de la religion prétendue réformée? Oui, monseigneur. Tous? Sauf Jeanne, notre servante. Elle est catholique. Pourquoi me l'avoir caché? Mais monseigneur, vous ne me l'avez pas demandé. Vous auriez dû le déclarer spontanément. Ce ne sont pas des choses que l'on dissimule. Surtout dans ces circonstances. Vous êtes tous en état d'arrestation. Monseigneur, ce n'est pas le droit. Allons bien voir. On a raison de se méfier. Emmenez-les. Robert Badinter, Marc-Antoine Calas s'est-il suicidé ou bien a-t-il été assassiné? Demeure toujours une interrogation à ce sujet, même si pour Voltaire et ensuite pour la postérité, il semble ne pas en avoir. Celui qui regarde avec l'œil critique les données, les seules que nous ayons à disposition, les données matérielles, les indices, demeure perplexe. Je l'avoue, on voit très bien Maigret se penchant sur l'affaire Calas. Qu'est-ce que nous savons et qui est absolument indiscutable? Nous savons que Calas père, le négociant, Jean Calas, qui est établi à Toulouse, qui est protestant, ne l'oublions pas, ce soir-là, nous sommes le 13 octobre 1761, soupe avec sa famille, pas toute, mais une partie de sa famille, c'est-à-dire sa femme, son fils aîné Marc-Antoine, ensuite un autre fils Pierre et un ami de passage, qui est le fils d'un avocat célèbre de Bordeaux, Monsieur Laveiss, et qui est venu pour d'autres raisons, qui n'a pas trouvé de cheval pour rentrer et qui par conséquent ne peut pas les coucher là où il aurait dû, à la campagne. Donc on dîne, détail, on sait qu'ils ont mangé des raisins, on retrouvera d'ailleurs des pépins de raisin dans l'estomac de Marc-Antoine, ce qui prouve qu'il a, lui, été jusqu'au dessert. Et puis au dessert, Marc-Antoine s'en va. C'est un jeune homme de 23 ans, bien de sa personne. Il a l'habitude d'aller dans un cabaret voisin, une auberge où on joue, qui s'appelle les 4 billards. Il s'en va. Bon, personne n'y prête attention. On continue à parler, à bavarder. La soirée se poursuit, s'achève. Et celui qui reste, fils Calas, décide de raccompagner son hôte, prend une torche, puisque c'est le mode d'époque, et au moment où ils descendent, quelques instants s'écoulent, et d'un seul coup, on entend des cris poussés par le fils Calas, appelant son père, ses parents. Le père descend, la servante retient la mère, et il voit son fils pendu. C'est sa déclaration, et c'est aussi celle des 2 témoins. Trouver le corps pendu où? Entre les 2 battants de la porte qui mène de la boutique à la réserve, pendu. Alors, on comprend l'émotion du père, de Jean Calas. Sa mère descendre, la servante la retient. Enfin, chacun mesure l'intensité du drame. Calas, descendant, finalement, le dépend, l'allonge sur le sol, et on constate qu'il est mort. S'en vont l'ami de passage pour rechercher un chirurgien avec le fils. L'aide-chirurgien revient, constate le décès. À ce moment-là, on décide qu'il faut aller prévenir aussitôt
les autorités, c'est-à-dire ici la municipalité, les capitouls qui sont adjoints au maire. La foule s'assemble, ce qui est très important. Nous sommes dans un climat, il faut le marquer, d'obsession de haine envers les protestants. Toulouse est une ville qui, à cette époque, pour des raisons historiques et immédiates, historiques parce que ça a toujours été une ville catholique contre un environnement pour une partie importante protestants, parce qu'on se prépare à célébrer le 200e anniversaire d'une grande bataille entre catholiques et protestants, victoire des catholiques. Vous savez que après la révocation de l'édit de Nantes, en 1725, le roi reprendra une ordonnance encore plus sévère. Les protestants sont des sans-droits. Ils n'ont même pas droit à l'état civil. Leurs mariages ne sont pas reconnus, leurs enfants sont des bâtards, la question de l'héritage se pose de façon cruelle et nombre important de professions leur sont interdites. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, de plus important, c'est que cette haine des catholiques envers les protestants n'a jamais cessé. Elle est toujours très vivace au moment où commence l'affaire Calas. Il vient d'y avoir une affaire qui va se dérouler parallèlement, l'affaire du pasteur Rivette. Le pasteur Rivette, célébrant l'office au désert, est passible de la peine de mort. 3 jeunes gens décident d'essayer de le délivrer, sont arrêtés. On se prépare à ce moment-là au procès Rivette. Donc, le capitoul, puisque ainsi s'appellent les officiers municipaux, revient avec la force publique, il trouve un attroupement, qu'est-ce que c'est, etc. On a trouvé mort le fils Calas, et tout de suite c'est la rumeur qui commence. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que il allait se convertir au catholicisme. Et par conséquent, eh bien, le Calas fanatique, comme tant d'autres, pour ne pas dire tous les protestants, a préféré tuer son fils. Folie, surdité monstrueuse. C'est ça, c'est qu'on désigne d'emblée le père comme coupable. Le père, les Calas, et par définition, le père d'abord. C'est lui, parce qu'il ne voulait pas que son fils se convertisse à la religion catholique, et on dit tout de suite, d'ailleurs, il avait fréquenté les églises ces derniers temps, d'ailleurs, il était... Mais alors qu'il avait déjà un fils qui s'était converti au catholicisme. Qui s'était converti. Qui est déjà catholique et qui n'a pas été tué. Et qui non seulement n'a pas été tué, mais a été pensionné, qu'il a continué à entretenir. Il n'est pas content, mais les faits sont là, la foule, pour elle, il y a déjà plus que la rumeur, une conviction. On voit très bien la petite rue, là, autour de la boutique. Nous sommes en octobre, il fait beau encore à Toulouse, c'est la soirée. Bon, le capitoul arrive, écarte tout le monde, et là, il fait très très mal son office d'officier de police judiciaire. Alors très très mal, en ce sens que les indices premiers, au lieu de les collationner, de les conserver, ça ne va pas être fait. Immédiatement, on constate quoi ? Le corps est allongé, Marc-Antoine est sans vie, il y a un gros sillon autour de son cou qui indique qu'il est mort par strangulation, pendaison. Lui-même ou les autres l'auraient-ils pendu ? S'est-il pendu ? L'a-t-on pendu ? L'a-t-on étranglé ? En tout cas, il est mort indiscutablement de cet étranglement. Alors, entre les deux hypothèses, le suicide de Marc-Antoine ou le meurtre par le père et peut-être aidé par la famille du fils aîné, on ne balance pas. Mais quand on regarde de très près les éléments matériels, on est frappé d'une sorte d'incertitude. Pourquoi ? Parce que nous prenons l'hypothèse qui paraît la plus vraisemblable du suicide. J'ai été très longtemps avocat, j'ai eu l'occasion de plaider des grandes causes criminelles, et quand j'enseignais, je rappelais toujours aux étudiants que le procès-verbal le plus important, c'est le premier. C'est qu'est-ce que l'on constate sur les lieux du crime, et à partir de quoi a commencé l'enquête policière, car c'est souvent dans les dizaines de feuillets initiaux que vous trouvez la clé de ce qui suivra. Voilà. Donc là, inévitablement, on se penche sur les constatations. Et qu'est-ce qu'on constate ? Se pendre. Bien. À quoi ? Il s'est pendu, ou il se serait pendu, à un bio, c'est-à-dire une barre de bois, posée entre les deux battants de la porte. C'est pas stable. Quand on se pend, si on n'a pas les mains liées, inévitablement, il y a
gesticulation du corps. Le corps bouge et ça n'est pas stable, une barre entre deux battants de bois. J'ajoute que Calas, Marc-Antoine, le fils, est un jeune homme de 23 ans, à la force de l'âge, connu comme étant très vigoureux, et qu'il mesure 1,72 m. La corde qui a été retrouvée sur les lieux, et dont on sait, alors elle avec certitude, qu'en effet, elle a été un des instruments de la mort, puisqu'il y a un cheveu de Calas qui est collé à cette corde, la corde mesure 48 cm. Et la hauteur de la porte, c'est 2,25 m. 1,72 m, 48 cm, 2,25 m le chambranle. Essayez de vous pendre en accrochant la corde préalablement à une bille de bois que vous allez poser en équilibre sur deux battants de porte. On reste pensif, ça n'est pas impossible, mais on se dit, c'est pour se suicider une entreprise étrange. Et puis il demeure un élément, ou plutôt une absence d'élément qui ne cesse pas de préoccuper. Pour se pendre, il faut nécessairement que vous montiez sur quelque chose. Or, il n'y a trace nulle part, ni d'un escabeau, ni d'un gros billot de bois, ni d'une chaise, nulle part. C'est là où je dis, le procès-verbal de perquisition qui aurait dû être minutieusement fait, complètement défaut. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on s'interroge, mais alors, est-ce que ça ne serait pas, alors c'est l'hypothèse du Capitole, donc il a été pendu, en faveur de la pendaison suicide. Vous avez un détail très important. L'habit, il a un habit et une veste, comme on les porte au XVIIIe siècle, chemise, veste de Marc-Antoine, il l'a enlevé. Il est soigneusement plié sur un comptoir. Si vous enlevez votre habit et que vous le pliez, c'est pour vous suicider. Ça va dans la thèse du suicide. Si on dit qu'il a été suicidé, entre guillemets, c'est-à-dire tué par son père aidé de son frère et peut-être de cet ami, à ce moment-là, nécessairement, il y a trace de Rix. On ne peut pas ainsi disposer d'un jeune homme athlétique sans qu'il y ait vêtements déchirés. Il est parfaitement coiffé. Il ne porte la trace d'aucune violence, d'aucune contusion. Alors là, on retourne tout de suite à la thèse du suicide. Et j'ajoute que si on avait prémédité, on aurait prévu de disposer du cadavre. Le cadavre a ici une importance particulière parce que la loi à l'époque interdit le suicide et que le suicidé est non seulement l'auteur d'un grave péché vis-à-vis de la foi catholique ou protestante, mais en plus, dans la loi de l'époque, le suicidé est exposé, son cadavre est traîné, c'est considéré comme délit à l'égard de la personne du roi. Voilà. Donc, la porte est fermée. Donc, ça s'est passé à l'intérieur de la maison. Et l'interrogation est là, mais vous avez dû creuser un fosse, dit le Capitole. Non, on ne trouvera jamais de fossé. Il n'y a que le corps. Rien n'a été préparé. Donc, tout ensemble, vous regardez et vous dites, thèse du suicide. Donc, tout de suite, on voit le préjugement, c'est ici, eh bien, Calas a tué son fils parce que son fils lui avait dit qu'il allait épouser la religion catholique, mobile de cette conversion, moins la foi que l'intérêt. Quel intérêt? Calas fils voulait être avocat et la loi interdisait que des protestants puissent exercer cette fonction. C'est un officier municipal, le Capitoul, c'est un homme qui répond aux vœux de ses administrés, qu'on est dans un climat particulièrement vif de haine contre les protestants, qu'il y a parallèlement l'affaire Riven, il y aura une autre affaire, l'affaire Servaine, on ne va pas toutes les prendre, mais l'affaire Rivette qui se déroule. Bref, la haine anti-protestante à ce moment-là est à son comble. C'est pourquoi d'ailleurs Voltaire s'en emparera, parce que c'est le climat de haine et d'intolérance qui compte. Mais en ce qui concerne l'enquête, non seulement elle va être menée à charge, mais les plus élémentaires exigences de l'ordonnance royale qui régissait les enquêtes criminelles va être bafouée, méconnue. C'est véritablement une sorte de chasse à l'homme. On le tient, on ne veut plus le lâcher et on le conduira jusqu'au supplice. Samedi 15 mars, à Toulouse, dans le quartier Saint-Cyprien,
salle Sansubra, à 10h30, la Libre Pensée 31 organise une conférence autour de Calas et Voltaire avec Gerhard Stenger, qui est un universitaire franco-autrichien. Maître de conférences émérite à l'université de Nantes, il est spécialiste du siècle des Lumières, en particulier de l'histoire des idées, de Diderot, de Voltaire et de l'encyclopédie. Il est l'auteur de nombreux articles sur cette époque et il est aussi l'éditeur des œuvres complètes d'Helvétius. Parallèlement à ses activités d'enseignement et de recherche, Gerhard Stenger poursuit une carrière théâtrale qui lui permet de toucher un public non universitaire. Dès 1998, il a travaillé avec la troupe théâtrale Science 89 à l'adaptation de l'entretien d'un philosophe avec la maréchale de X de Diderot et de l'ingénu de Voltaire. En 2004, il a traduit Air de repos, ou Ainsi font-elles toutes, d'après la pièce de l'écrivaine autrichienne et prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek. Puis il a adapté Le neveu de Rameau de Diderot pour une lecture-interprétation au Festival d'Avignon en 2009. En 2013, il a écrit, en collaboration avec Henri Mariel et à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Diderot, la pièce de théâtre Diderot en prison. Elle a été représentée en 2018 au château de Vincennes, là où Diderot fut justement incarcéré en 1749. En 2017, il a publié la pièce Luther ou la réforme en Dirund à l'occasion du 5e centenaire de la naissance du protestantisme. Convaincu que la critique littéraire et l'histoire des idées doivent porter une attention particulière à la matérialité et à l'historicité de tout texte littéraire, Gerhard Stenger estime qu'il est nécessaire de faire précéder l'entreprise critique par le travail philologique de base, condition sine qua non d'une interprétation correcte, c'est-à-dire l'étude des manuscrits, des questions de chronologie, des problèmes de traduction, etc. Les sources découvertes par Gerhard Stenger ont contribué à mieux interpréter certains textes de Diderot, et comme il n'est pas de critique littéraire sérieuse sans édition sûre, Gerhard Stenger consacre une bonne partie de son travail de recherche à l'élaboration d'éditions critiques. À ce titre, il a dirigé l'édition des œuvres complètes d'Helvétius et participe à celle de Diderot, de Voltaire et de la correspondance littéraire de Grimm. Nous aurons donc plaisir à l'entendre le samedi 15 mars à 10h30, salle Sansubra, métro Saint-Cyprien à Toulouse.